Panorama du rock anglais, épisode, on en est où déjà après le glam? Ça doit être le 5e déjà, Benjamin Ouais. Durand qui est avec moi ce soir. Bonsoir. Et nous sommes exceptionnellement à Marrakech tout simplement, parce que nous prenons des petites vacances, mais que le podcast continue d'exister. Et Marrakech, je vous avoue, on a bien bouffé, la tagine de pigeon est bien passée, et donc on va parler du punk, et du coup on va essayer de refaire un petit pont en arrière. Donc on était sur le glam, sur Bolan, sur Bowie, etc. Et bon, l'accident de Bolan arrive en 77, mais on va revenir un petit peu avant pour expliquer un peu ce qui arrive en Angleterre Ouais. avec cette période punk, quoi. Même si ça arrive avant 76, finalement, avant les premiers albums des Sex Pistols et des Clash. Si on remonte un peu avant, quelle est la genèse du Clash, du punk, pardon. Ouais. Ben, il y en a. Déjà, ça commence en même temps que le glam parce qu'il y a à cette époque-là une vraie première mutation. Le punk est avant tout une réaction à un rock devenu trop gros, trop lourd et trop distant du public selon le public anglais. J'allais Parce citer que- Earls Court directement, mais ça remonte un peu avant. Non, c'est vraiment Earls avant. Court, je vous explique, c'est un concert des Stones sur la tournée 76, Comme toujours. comme toujours, où genre il y a tous les futurs punks qui se trouvent dans la salle et qui trouvent les Stones pathétiques. Donc c'est pour ça que je réagis à ce que tu as dit. Ouais. Par rapport au vieillissement du rock, les Beatles ne sont plus là, les Stones ne sont qu'une parodie d'eux-mêmes, en tout cas aux yeux des Anglais. Oui, Et- mais de façon beaucoup plus globale, il y a toute une frange du public en fait qui reproche dès le début des années 70 au rock d'être devenu une grosse machine avec et surtout des gens vraiment prenant le public de haut et il y a vraiment une réaction très très négative à voir des gens comme les Stones et surtout des gens comme Voilà. Rod Stewart Vraiment qui l'a dit. qui sont vraiment très 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 stigmatisés parce que ils partent s'exiler fiscalement d'Angleterre, etc. Ouais, aux États-Unis, oui. En tout cas, ils partent d'Angleterre pour des raisons fiscales. Et ça, au niveau des classes les plus populaires, etc., ça les dérange pas mal. Et il y a beaucoup de mouvements qui se font. Alors, j'en noterai deux majoritaires. Alors, un qui est un petit peu loin du punk au niveau musical, c'est ce qui se passe en fait dans le nord de l'Angleterre, qui est le mouvement Northern Soul, qui voit en fait plein de tubes soul américains, mais complètement inconnus en Europe à l'époque, être découverts par des DJ qui voyagent aux États-Unis et qui ramènent les disques. Par exemple, des choses comme ça. Oui, ou des choses. Le mouvement Northern Soul, c'est notamment. La musique de la Nouvelle-Orléans ou... Non, genre des singles Motown qui sont pas du tout connus, qui sont pas du tout des standards qu'on connaît sur les Ouais. compiles Motown, qui sont des singles qui n'ont pas marché à l'époque ni aux États-Unis ni en Angleterre, mais qui sont retrouvés, et qui deviennent des tubes. Et un des plus célèbres, évidemment, c'est Tainted Love, par exemple, qui sera vraiment un énorme tube Northern Soul et qui sera ensuite redécouvert par une autre génération dans les années 80 dans sa reprise par Soft Cell. Mais il y a beaucoup d'endroits underground, à Manchester, à Wigan, dans des endroits comme ça, qui deviennent tous les week-ends des grands happenings où la classe ouvrière, un peu lassée de la musique psychédélique, un peu pas forcément en phase avec le glam, etc. Ni le prog d'ailleurs. Ouais. Voilà, et se réunit pour vraiment des concours de danse, etc. Et qui va entretenir ce truc de musique soul. Et c'est vraiment très important parce que un peu plus tard au niveau du punk, justement, enfin des gens en tout cas issus de la génération du punk, pour des gens comme Paul Weller, etc. Ou pour Ouais. toute la génération de Glasgow aussi, c'est des choses qui vont être vraiment importantes. Mais l'autre mouvement qui va être beaucoup plus directement lié au punk, ça va être le mouvement du pub rock, qui vient du fait que justement les groupes de rock étant devenus des grosses machines, etc., il y a beaucoup de gens qui... en fait, les pubs sont à cette époque-là des endroits un petit peu vieux jeu et tout ça, un peu laissés de côté par tout le monde. Et vient l'idée à des musiciens amateurs, on va dire,
qui veulent revenir vers le rock des origines, d'aller demander à pouvoir jouer dans ces pubs. Et en fait, ces concerts ont du succès parce que les gens en ont marre d'aller voir les grosses machines et ils se reprennent d'un grand goût pour ce style un peu des origines du rock and roll, etc. Et en fait, ça va complètement concorder chronologiquement avec un événement assez important de l'année 73 qui est la sortie du film American Graffiti de George Ah Lucas. bah oui, justement, là, on est carrément en retour aux sources et on redécouvre les 50s Tout à fait. à travers ce film de Lucas. Hein. Tout à fait. Et ça va vraiment remettre ça au goût du jour. Alors, tout ça en parallèle de Mark Bolan avec T-Rex qui remettait lui aussi au goût du jour ce rock'n'roll-là. Dans Kelly Land ou des trucs comme ça. Hein. Voilà. Et ça va. Et donc, ça va amener une nouvelle génération. Alors, voilà. S'il faut citer un groupe vraiment fondamental là-dedans, c'est clair que c'est Dr. Feelgood, Ouais. donc qui viennent vraiment d'une cité balnéaire située à une centaine de kilomètres à l'est de Londres et qui va vraiment être un groupe extrêmement important dans ces années-là. C'est aussi à ces moments-là que des gens comme Ian Dury font aussi leurs premières armes. Blockheads, tout ça. Voilà, qui va firmer les Blockheads un petit peu après. Joe Strummer aussi, à l'époque, sévissait dans un groupe qui s'appelle les One Winers, et qui était aussi un groupe de pub rock. Et donc voilà, il y a toute cette espèce de genèse-là qui va se former dans une Angleterre qui en fait est de plus en plus Mossad, etc. Parce que de la même manière qu'on parlait de 73 d'American Graffiti, 73 c'est aussi l'année du premier choc pétrolier et qui en Angleterre va avoir des conséquences quand même très très concrètes sur le moral des gens parce que c'est à cette époque-là quand même qu'en Angleterre on va avoir d'énormes pénuries d'essence et des coupures d'électricité en plein milieu de la nuit, etc. Donc voilà, ce côté no future que le punk va vraiment véhiculer quelques années après commence vraiment là et donc c'est là que on sent vraiment une génération qui se sent laissée tomber et qui va essayer de se raccrocher à quelque chose musicalement. Alors moi quand tu me parles de pub rock c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'en fait c'était un peu une définition du rock un peu moins écrit etc. Et j'avais l'impression que les Faces s'inscrivaient là-dedans, Non, ça n'a rien à voir. Rory Gallagher etc. qui écumaient les pubs et tout donc c'est pas vraiment la même chose dont tu parles en fait. Non, parce que vraiment, quand je parle de pub rock, je parle vraiment effectivement de cette scène-là qui revient dans le pub Des jeunes mecs, quoi. en tant que lieu. Bah, pas forcément des jeunes mecs, mais en tout cas qui vont Qui vont dans les vraiment bars pubs. et écouter un peu comme... Parce que comme, parce que ça ne se faisait plus. ouais, dans les arrière-salles de pub comme on Des- peut connaître en France. Voilà, Et il y a 10 ans, d'ailleurs des lieux un peu connus comme Hope and Encore à Londres, qui est encore aujourd'hui un peu connu pour ça, etc., qui sont devenus célèbres. Et des gens et ça va donner des vocations à des gens qui vont organiser des tournées de pub pour les groupes, etc. Enfin, les tournées... Quand tu dis pub, c'est vraiment des concerts devant 50 personnes ou Voilà, c'est ça, oui, des ouais. pubs, des succursales dans des pubs Ouais, c'est ça. à Londres, enfin bon, ce qu'on peut imaginer, quoi. Enfin, bon, Mais là, c'est encore très confidentiel, du coup, c'est vraiment... c'est confidentiel, mais ça va ça va vite faire un buzz, en mais fait. ça va vraiment devenir un vrai mouvement alternatif, etc., qui va Et comment ouais. qui va un petit peu créer ce sentiment de défiance Ouais, par rapport au gros rock au mainstream. promu par les grosses maisons de disques. Et comment ça va se matérialiser, en fait, sur disque, du coup, tout ça c'est quoi le premier disque punk qui apparaît? Donc là, on est en 73, donc en 74, 75, l'Amérique a déjà pas mal de... Il y a l'album Horses de Patti Smith, etc., en 75, qui annonce les prémices peut-être de ce qui va se passer en Angleterre avant ou Alors ça, explique-nous. Ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que aux États-Unis, non, le truc Les principal. Dolls. Voilà, le principal lien avec les États-Unis, c'est les Dolls. Parce que les New York Dolls sont donc ce groupe formé à New York qui va avoir un gros succès dans l'underground new-yorkais
mais qui va jamais aller au-delà. Comme Mais- le Velvet d'ailleurs. Ouais, enfin, Ouais, mais par contre, contrairement au Velvet, eux, ils vont avoir une carrière en Angleterre parce que Ouais. ils vont être acheminés en Angleterre. Ils vont faire un passage très remarqué euh, au Whistle Test à la télé anglaise. ouais, donc déjà, ça veut dire que oui, oui, voilà, ils étaient quand même managers qui arrivaient à trouver ça. Quoi. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand ils passent au Whistle Test, ils sont vraiment moqués par toute l'intelligentsia de la presse anglaise. En gros, ils sont décrits comme l'équivalent pour les Stones de ce qu'étaient les Monkees pour les Beatles dans les années D'accord, 60. ouais, ouais, Alors que, en fait, le public, ce public-là, le public du pub rock, etc., un public plus jeune, va vraiment les prendre très au ouais, sérieux. prendre une tarte, quoi. Et un homme, évidemment, crucial dans cette histoire, va non seulement les prendre au sérieux, mais va carrément proposer pour être leur manager. C'est évidemment l'inévitable Malcolm McLaren. D'accord. Et Malcolm McLaren, c'est, en 2 mots, c'est... Alors Malcolm on est McLaren, néophyte. Malcolm McLaren, c'est avant, dans un premier temps, c'est avant tout un vendeur de fringues. Mhm. Dans un premier temps, il Donc on revient un peu à un truc de mode, finalement, quelque part. quelque part, ouais, mais c'est avant tout un fouteur de merde incroyable, Malcolm McLaren. Mais son boulot, effectivement, c'est de vendre dans un premier temps de la fripe de rockers de rockers et Teddy Boys Ouais, des années 50 en fait. d'accord. Donc c'est vrai. Et le grand basculement va se passer au moment de l'année 75-76 où de cette mode-là, de Frank Teddy Boys et rockers, il va aller beaucoup plus dans un style beaucoup plus radical, beaucoup plus subversif, à vendre des trucs, des fringues ouvertement déviants et sexuels, etc. Et à ouvrir une boutique sur Kings Road avec Vivienne Westwood, avec qui il partageait sa vie à ce moment-là. Et la boutique Ouais. s'appellera donc Sex. Ah oui, d'accord. Donc ça annonce les Sex Pistols, presque. Bah, ça va annoncer Sex Pistols parce que effectivement, il va avoir un court instant les New York Dolls juste avant la séparation du groupe en fait et le départ surtout de Johnny Thunders et Jerry Nolan. Et il va essayer de leur donner un espèce de côté communiste, etc., qui va jamais vraiment marcher en fait. Ouais, tu m'étonnes. Et à sa boutique Sex, il va repérer les gens les plus délinquants qu'il va avoir sous la main. En gros, il va essayer de leur faire monter un groupe, histoire qu'ils arrêtent un peu d'essayer de lui piquer ses fringues. Ouais. Et donc ces gens, c'est C'est le effectivement... rock des affreux, quoi, qui pointe le bout de son nez. En tout cas, de vrais misfits, quoi. Et donc, Ouais. c'est effectivement Paul Cook, Steve Jones Ouais. et Glenn Matlock qui va recruter, etc., qui va faire jouer. Et sentant qu'il y a besoin d'un chanteur, ils vont plus ou moins regarder un petit peu qui sont les gens qui traînent dans la rue. Alors, ils sont bien emmerdés parce que, vu que ils cherchent un chanteur forcément Ouais. différent de tout le Ouais, monde, bah ouais. ils ne voient que des gens aux cheveux longs dans la rue. Ouais. Et le premier mec à cheveux courts qu'il croise, c'est un C'est certain John Lydon, Voilà. Ouais. qu'il va faire venir dans son magasin. Et en l'entendant chanter sur un fond de jukebox, ils vont se dire ah bah tiens, bah voilà, ça va être lui, Banco, etc. c'est lui, ouais. Et il va être baptisé Johnny Rotten à cause de ses dents pourries. Ouais. Et ça va devenir donc les Sex Pistols à ce Et c'est moment-là. vraiment eux qui lancent le mouvement. Je veux dire, Nevermind the Bollocks sort très vite après ou on leur fait enregistrer un Ah non, album non, non, vite non, 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 non. Ah oui, oh là là. Je vais trop vite. C'est un vrai chemin de croix pour leur faire, déjà parce que Malcolm McLaren est absolument tout sauf un manager. manager avec des visées professionnelles. Lui, tout ce qu'il veut, c'est foutre la merde. Ouais. Et donc, il le dit lui-même, pour lui, le chef-d'œuvre aurait été de créer ce qu'il a créé avec les Sex Pistols sans qu'ils ne sortent jamais de disque. D'accord. Ouais. Le seul problème, c'est que les Sex Pistols ont enregistré des démos, etc. Et se sont tellement fait refuser la sortie de leur disque à cause de contrats signés, puis ensuite ils se font virer de labels, etc., qu'à force de se faire virer,
le fait de sortir un Ça disque... l'intéresse, quoi, McLaren, quoi. Du coup, le fait Bah, que les mecs soient refusés de partout, il se dit, ah, il y a peut-être quelque chose de crado à sortir. Et... bah, c'est pas forcément ça, c'est surtout les musiciens, eux, qui finissent par tenir vraiment à ce que leurs disques sortent, Ouais. parce qu'ils en ont marre de... Ouais, ça aurait pu les décourager, n'importe qui aurait laissé tomber, quoi. C'est peut-être Bah la oui, force de mais ça, quoi. le truc, c'est que vraiment, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ils viennent combler un vrai vide. Là, on peut reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à tous ces mecs qui se retrouvent à voir les vieux et alors secours, les Stones, tout le monde pense que c'est un massacre et ils se disent il y a un créneau à prendre en Angleterre, quoi. C'est pas, je pense Non, pas parce qu'il, que je pense pas qu'ils raisonnent comme ça. Je pense Ouais, que parce que c'est ce qui s'écrit partout que après le fait que les Stones jouent 6 soirs en Angleterre, tous les mecs qui ont formé le punk étaient dans la salle et se sont dit, vu l'état dans lequel les Stones sont, il y a vraiment quelque chose à reprendre, un flambeau à reprendre. Et... bah, ils se le disaient déjà avant, en fait. Ce concert des Stones, c'est qu'une confirmation. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils attendaient pas grand-chose de ce Mais ils truc-là. y sont allés, donc Oui, bah, c'est ce qui se dit. Hein. Après, moi, à l'époque, tu pouvais te permettre de ça, mais effectivement, ça n'a été qu'une confirmation, quoi. Ouais, Effectivement, on écrit ça quand on parle des Stones et pas quand on parle du punk, en fait. C'est juste une anecdote tout à fait, oui. parmi d'autres. Et donc, du coup, bah, c'est pas Nevermind de Bollocks qui bouleverse tout? C'est plus, Parce que non. certes, il met du temps à sortir, d'après ce que tu me racontes. Non, ce qui bouleverse tout, c'est surtout l'émission de télé de Bill Grundy. D'accord. Ça se passe 6 mois avant Nevermind the Bollocks. Ouais. Pour, Donc on est quand? On est en 60. On est début 77, je crois. ouais. Une fois Ouais, 76. Ouais. En hiver 76-77. Voilà, c'est ça. Et en fait, Bill Grundy, c'était une espèce de talk show hebdomadaire très très populaire en Angleterre, Ouais. comme ça pouvait l'être à l'époque. Et en fait, Queen annule au dernier moment sa venue comme invité principal musical de cette quelle bonne émission. nouvelle. Et Bill Grundy a eu vent des Sex Pistols qui sont déjà quand même à avoir une activité un peu... Underground, en tout cas, dans Londres. En tout cas, à Londres, assez branchée, etc. Et à être suivi... Ah ouais, surtout- branché, ouais. Ah oui, oui, et à être suivi par toute une troupe de... Premier Clodo branché, en fait, en quelque sorte. Enfin, Clodo, je suis un peu... En tout cas, de jeunes désaxés et quand même fouteur de merde, ouais. Bah, et puis en plus avec des gens quand même, il faut s'imaginer toute une troupe garçons et filles, parce que c'est aussi ça qui est important pour les punks, c'est que c'est quand même le premier mouvement où les filles On leur mot à sont dire. à égalité partie prenante du truc. Et t'as par exemple Les sluts, les slits. Les slits, c'est ça que je voulais dire. qui seront plus là Après avec les Clash, ouais, avec juste les Clash, après. ouais. Enfin, tout ça, c'est un peu au même moment, finalement. Tout à fait, mais par exemple, pour citer quelqu'un qui sera appelé à avoir qui sera appelé à avoir une carrière assez importante aussi, c'est Siouxsie qui fera Siouxsie and the Banshees et qui était présente elle aussi sur le plateau de Bill Grundy. Et en fait, un espèce de clash total des générations. Et les Pistols et toute leur bande sont assez éméchés. Et Bill Grundy, lui, les prend de façon extrêmement méprisante, etc. Et Steve Jones, qui en a vraiment un coup dans le nez, commence à le traiter de connard, d'enculé et tout ça à la télé, etc. Et ce qui crée un buzz. monumental. Le lendemain, en fait, Donc, par rapport à nos épisodes, il y a le I Wanna Hold Your Hand, il y a le Starman et il y a cette émission à la télé anglaise qui crée un espèce d'électrochoc. mais là, c'est... Et à chaque fois, tu surenchéris dans chaque épisode, mais c'est ça qui est magnifique. C'est cataclysmique, là, parce que parce que le lendemain, c'est pas uniquement les jeunes qui s'intéressent. C'est la presse qui reprend ça. Voilà, c'est pas uniquement les jeunes qui s'intéressent à la musique le qui parlent de ça parce qu'ils ont vu ça. s'enflamme, quoi. Ah non, mais anglais. tous les titres sont là-dessus, et ce qui donne au mouvement punk et aux Sex Pistols une reconnaissance complètement nationale. Sans album. Sans album. D'accord, donc on est 6 mois avant le premier. C'est ça. Donc du coup, quand t'as du mal à me répondre à ma question concernant discographiquement, en fait, ça n'arrive pas vraiment naturellement. C'est d'abord un courant qui se passe à Londres, Voilà. une émission de télé qui déclenche un truc sans musique finalement, Voilà. avec un clash à la télé. Voilà. Et du coup, qui c'est qui s'engouffre là-dedans et qui c'est qui arrive à produire les disques, quoi? Alors, ça va être Stiff dans un premier temps. Donc, Stiff, c'est un premier label indépendant, quelque part,
qui se monte justement grâce à des gens qui avaient fait le circuit du pub rock. Mais Steve, d'ailleurs, c'est un label qui va perdurer, puisque c'est Oui. même eux qui ont sorti, genre, moi qui collectionne un peu les 45 tours, même Madness et tout ça. Tout ça à fait. va durer, je vois Tout très à bien fait. le rond des 45 Tout tours à Steve, fait. quoi, ouais. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc Steve va sortir ce qui est considéré comme le premier album punk. C'est l'album des Damned. D'accord. Ouais, Donc là, c'est vraiment eux, presque avec- les pionniers en matière Voilà. de discographie punk. Voilà, avec New Rose Et et c'est la à reprise de 45 Help sur en face B, une version qui dure 1 minute de Help des Beatles. Meilleure que celle des Bananarama, j'espère. Oui, enfin en tout cas. Qui a plus eu d'impact sur l'histoire de la musique, en tout cas. apparemment. Voilà, mais donc voilà, les dames. Et d'ailleurs, l'album est produit par, croyez-le ou non, par Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, quand Putain, la même, vache. ce qui est quand même Savoureux. assez savoureux. Et donc, non, les Damned, effectivement, voilà. Damned. Et ensuite, les Pistols, après Bill Grundy, partent en tournée en Angleterre, sauf que ils ne peuvent même pas jouer la moitié des dates prévues, parce que dans chaque ville où ils vont, ils doivent affronter des manifestations de gens locaux qui s'opposent à leur venue, etc., qui sont complètement Donc outrés c'est par... un phénomène comparable à la venue, à la venue des groupes avec les cheveux longs des années 60, quoi. Alors bah que non, là, mais c'est 1000 fois pire. C'est 1000 fois pire, parce que ça, c'est vraiment des gens C'est 1000 fois qui pire. saccagent tout, quoi. Enfin, Ah, mais c'est 1000 fois pire. ouais. C'est 1000 fois pire. Là, il y a une vraie, il y a une vraie Une opposition, animosité, ouais. opposition violente, etc. Mais ce qui va être vachement important, c'est le concert donné à Manchester, donc dans le même lieu que là où Bob Dylan avait fait son fameux concert de 66. D'accord. Mais là, dans une petite succursale juste à côté, presque dans le hall, etc. Tout seul, quoi. Où La taverne de les l'Olympia de Manchester. les quoi. Pistols donnent un concert devant 40 personnes, etc. Ouais. Mais dans les 40 personnes, C'est ça la légende. Ouais. dans les 40 personnes qui sont là, un concert organisé par les futurs Buzzcocks d'ailleurs, Ah, et dans les 40 personnes qui forment le public, il y a les futurs Joy Division, il y a Morrissey, futur des Smiths, ouais. il y a même Mick Hucknall, futur Simply C'est ce que Red. j'allais dire, parce que dans le documentaire sur les punks, c'est le seul qui finalement a fait un truc complètement mainstream après. Voilà. Et lui, il en parle vachement bien d'ailleurs. Et, Futur chanteur des Faces, presque on peut rajouter, ça c'est juste C'est un petit vrai. clin d'œil. Et donc là, ça se passe quoi. 40 ça personnes. se passe, mais ça change la vie de tout le monde. Et puis évidemment, il y a aussi Tony Wilson, le futur fondateur de Factory Records. Et ça à se traduit tout Manchester. de suite dans les. Alors, The Dame ont sorti leur album, mais comment ça se traduit en termes de. Pas de mainstream, mais en termes de vente de disques? Ah Quel bah, est le premier là qui. Je veux dire, là on arrive bientôt maintenant, je vais pouvoir le placer à Nevermind Mhm. de Bollocks, qui est Ouais, le ouais. premier LP punk du mouvement ou pas? le premier, non, comme j'ai dit, il y avait, Oui, il y avait The Damned. il y avait les D'accord, Dames d'avant. J'avais bien compris. Mais bon, les Pistols. Mais enfin, The Damned, c'est pas resté. Peut-être malheureusement à réécouter. Moi, je le connais pas cet album. Ah, mais... c'est formidable. Ouais. Mais du coup, ce qui est resté comme le symbole du premier LP punk, c'est quoi alors du coup? Ah, de toute façon, Oui, oui, d'accord. Nevermind the Bollocks. Et- Enfin, Nevermind the Bollocks, c'est même un des plus grands disques de tous les temps, quoi. C'est absolument, c'est un monument absolu. Musicalement, c'est absolument brillantissime. C'est absolument génial. Ouais, d'accord. Oui. Non, mais je t'écoute. Hein. C'est, Moi, c'est je bois tes paroles. Hein. C'est absolument fabuleux quand même, produit par Chris Thomas quand même, Mais c'est fabuleux en termes d'impact ou en termes de musique? en termes de tout. Ouais, en enfin, termes de tout. Non, explique-nous pourquoi la musique est magnifique. Parce que les chansons sont... On est loin de Pet Sounds. Les et chansons de sont Sgt. parfaites. Pepper, quoi. Ah si, c'est du même niveau. D'accord, au niveau de l'écriture de chansons, c'est un Bien peu comme sûr. Nirvana dans le Bah, grunge, c'est- où les enfin, chansons sont super bien écrites. C'est du même niveau, c'est du même niveau à partir du moment où tu considères qu'il y a un but, Ouais. il y a une façon d'écrire des chansons, il faut écrire des chansons originales là-dessus et qui vont avec ce but-là, et toutes les cases sont cochées, quoi. Ouais, C'est et ça. puis, et puis ça colle avec l'époque totale. Tout à Quoi. fait, non mais c'est... Et ça se vend du coup c'est direct un en miracle. Angleterre? Oui, oui, ça se vend. Parce que c'est vraiment numéro 1, parce qu'on nous a Oui. écrit Led Zepp, le premier, les numéro 1. Il y a eu des tonnes de courriers qui nous disaient non, il n'a pas été numéro 1. Est-ce que Bah, le c'est- premier Sex Pistols est numéro 1? Eh ben, En Angleterre en tout cas. c'est une très bonne question parce que on estime que officiellement oui, il a été numéro 1, sauf qu'à l'époque les charts ont été trafiqués
pour faire que ce ne soit pas numéro Pour 1. faire croire que ça ne soit pas numéro Voilà. 1 parce que ça dérangeait Mais en termes de volume de l'établissement disques, anglais, quoi. Ouais. il semble établi aujourd'hui Ah bah qu'il c'est était- sûr, quoi. qu'il- Ouais, qu'il loin était de numéro l'image 1. policée des Beatles quelque part, alors que déjà ils étaient révolutionnaires. Mm. Enfin, en termes d'image, là, ouais, on veut faire croire que c'est Clodo, enfin je les appelle comme ça vraiment amicalement, ne sont pas numéro 1 alors qu'ils le sont. Mm. Et après, tout va s'enchaîner en fait, parce que de l'année Parce que- 77, c'est dingue, quoi, parce qu'il y a le premier Clash qui sort. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est Voilà. parce que grâce à l'appel d'air des Pistols, en fait, les maisons de disques qui sont quand même qui perdent pas le nord, Ouais. décident que c'est intéressant d'investir dans le punk, et notamment deux grosses maisons de disques vont. Donc c'est eux qui ouvrent la voie. Hein. Voilà, deux grosses maisons de disques vont enchaîner. Effectivement, CBS Ah ouais. va signer les Clash pour leur premier album. Ah oui, donc c'est déjà une grosse major, c'est pas stiff quoi. Voilà, donc CBS qui signe le premier Clash. Signe le Clash, ouais. Et en tant que LP, hein, pas plus de single. Enfin. Non, et puis, Ouais. et puis pour plusieurs albums, un contrat à plusieurs albums, etc. Et puis Polydor va signer un jeune groupe banlieusard qui est dans la mouvance du punk, mais qui esthétiquement est plus dans du rétro mode. C'est Ouais. les Jam. Ah, bien sûr. Ah bah voilà. Paul Weller et tout ça, ouais. Ok. Et du coup, ça déboule sur toute la scène punk qui explose et qui va Complètement. aussi investir le reste de l'Europe parce que moi j'ai plein de copains qui sont plus vieux que moi et qui ont eu de la chance de vivre cette scène punk au Palace à l'époque en France où ils ont vu les Clash, Siouxsie and the Banshees sûrement pas les Pistols parce que je suis pas sûr qu'ils soient vachement exportés en tournée. Tu me diras si je me Si, trompe ils ou ont pas. joué, ils ont joué dans le bois de Vincennes, là, dans un truc au bois de Vincennes. Ah oui, c'est une espèce de salle ouais, qui est devenue ouais. un resto là. Ouais, c'est ça. ouais. Vous nous mettez, si on se trompe, on fait plein d'erreurs, mais c'est ça qui est sympa. D'accord, et du coup, la scène punk, tu disais qu'on allait aller jusqu'en 83, alors qu'est-ce qui se passe entre 77 et 83 c'est l'implosion et c'est les ventes de disques à gogo Énormément de choses déjà. Tu me parlais tout à l'heure des Buzzcocks, du coup, ils prennent le les Buzzcocks se sont ils révolutionnaires. profilent aussi. Les Buzzcocks sont révolutionnaires parce que c'est le premier groupe qui autoproduit son disque. Ouais, et puis surtout, moi, les Buzzcocks, pour moi, c'est un des plus grands singles punk. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un single, tu me dis si j'ai une connerie. Even Fall in Love with Someone, c'est vraiment c'est peut-être un des plus bels hymnes punk qui existent, quoi. Enfin, je veux dire. Même si on peut considérer que c'est post-punk à ce moment-là. Déjà? Parce que c'est 78. Ah ouais. Et non, il faut déjà parler de ce fameux premier EP des Buzzcocks, Spiral Scratch, qui est absolument révolutionnaire déjà. Mais je pense qu'on peut peut-être même parler de ça avec un peu plus de détails dans un nouvel épisode post-punk. Écoutez, il n'y a pas de souci, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à tout de suite ou à bientôt. Marrakech, c'était sympa d'être là, on reviendra. Je crois que c'est Toulouse prochain? Enfin, on verra, je sais pas, on est sur la route. Bisous.